les compositions des équipes d'identification en Belgique. Donc nous allons voir les compositions des équipes qui ont travaillé au Kosovo, en Thaïlande, ainsi que quelques situations particulières. Et je vous illustrerai cela donc à partir des exemples des teams composés dans notre petit pays. Alors ces teams sont de manière générale composés d'équipes de récupération des corps qui ont pour but la recherche, l'établissement de périmètres de sécurité, la levée de corps et l'acheminement de ceux-ci vers les équipes qui vont procéder aux éléments de recueil, d'identification et d'éléments de criminalité lorsqu'il y en a en fonction des situations. Nous verrons ensuite l'intérêt du rassemblement de toutes ces données sous forme du desk final et puis le stockage et la remise des corps à la famille. Alors, dans les équipes belges, donc, il existe un team que nous appelons un team antemortem qui a pour but de se rendre dans les familles et d'essayer, dans des familles des personnes disparues, et d'essayer de récolter le plus d'éléments possible permettant l'identification, et nous les verrons successivement. Il existe également une équipe informatique qui suit les programmes, évidemment, préconisés par Interpol, ce qui permet une généralisation des données en matière d'identification. Une dernière équipe est une équipe d'exploitation des données qui a pour but la vérification de la fiabilité des croisements de données entre les éléments antemortem et les éléments post-mortem. Et cette équipe d'exploitation de données peut également demander des compléments d'information au niveau des deux teams si l'identification pose problème malgré ce croisement. Voici de manière très générale la composition des équipes. Il y a bien entendu des chefs indispensables pour maintenir l'organisation correcte. Il y a un logisticien, des coordinateurs. Et alors, particularité de l'équipe belge, nous avons un médecin thérapeute qui, notamment dans nos opérations en Thaïlande, était un réanimateur, qui a d'ailleurs eu pas mal de fil à retordre. Et il est assisté par un infirmier ou parfois un ambulancier lorsque l'infirmier n'est pas disponible. Nous possédons également un psychologue dans notre équipe, mais c'est souvent le psychologue qu'il faut réanimer plutôt que les membres de l'équipe proprement dite. Le team post-mortem est au départ fort complet. Malheureusement, en fonction de l'évolution du travail, il peut parfois se réduire, ce qui est regrettable pour l'organisation. En général, il est composé d'un médecin légiste et d'un odontologue. Chaque spécialiste, chaque expert est assisté par un policier qui a pour but de prendre note et de l'assister sur le terrain. Il existe également un policier qui va s'occuper de tout ce qui est objet d'identification, tels que les vêtements, les bijoux et autres éléments utiles. Un photographe, bien entendu, émanant des services de police technique et scientifique, s'avère un personnage tout à fait indispensable, comme vous le verrez. Il existe également un policier qui est chargé de remplir les formulaires post-mortem d'Interpol, ce qui est quand même une tâche assez difficile, mais ô combien fondamentale. Nous bénéficions également d'aide pour le transport, la mort, ainsi que l'aide tout à fait particulière de membres de la protection civile belge amenés sur place et qui sont de véritables bricoleurs de génie et qui peuvent tout improviser, comme vous le verrez, dans des situations particulières. Donc vous voyez que le team post-mortem se compose grosso modo d'une bonne vingtaine de personnes. Le team antemortem est plus réduit et utilise en général 5 policiers belges qui sont appuyés par la Croix-Rouge locale et par les psychologues ou assistants locaux, assistants sociaux locaux, lorsque ceux-ci sont disponibles dans le pays qui est victime de la catastrophe ou du drame. Les circonstances de récupération des corps vont évidemment être extrêmement variables, puisque nous pouvons nous trouver devant des catastrophes de transport, ce qu'on appellera des catastrophes de type fermé, puisque en principe on possède une liste qui est tout à fait correcte, tout à fait adaptée au corps que nous allons devoir rencontrer, sauf exception particulière.
comme certains d'entre nous ont pu l'observer, notamment en Belgique, avec des personnes qui étaient cachées dans le train d'atterrissage de l'avion et qui, bien entendu, pourraient poser problème dans ce style de détermination. Il existe également des catastrophes de transport de type ouvert. Ce sont les catastrophes de train où là, nous n'avons pas nécessairement des listes de tous les passagers, sauf les trains spéciaux comme les TGV. Nous allons retrouver dans les catastrophes naturelles des situations qui peuvent être des situations mixtes, comme par exemple en Thaïlande, où nous avions les listes des personnes qui étaient hébergées dans tel hôtel, mais évidemment, vu l'ampleur de la catastrophe, ces listes ont quand même posé problème. Nous avons bien évidemment les catastrophes du genre terrorisme, avec également des listes qui sont des listes qu'on pourrait appeler des listes mixtes, puisqu'on connaît éventuellement les personnes qui travaillaient dans le bâtiment des Twin Towers, mais il existait à côté de cela toute une personne qui migrait à l'intérieur de ces tours. Bien entendu, nous aurons également des situations plus complexes comme celles que nous avons vécues au Kosovo, où là, à part la coopération des habitants locaux, des personnes du village qui pouvaient nous former une liste des gens disparus, nous étions bien évidemment devant de grosses difficultés d'identification. Nous verrons également quelques cas d'affaires criminelles isolées, où là, ce sont les circonstances particulières, comme par exemple l'identification de la plaque minéralogique, qui peut nous permettre d'aboutir éventuellement à l'identification de la personne sans que nous n'ayons de réelle sécurité absolue malgré tout. Voyons ces différentes étapes, et notamment l'étape de récupération et de levée de corps, où là, des éléments très intéressants sont ceux qui concernent le périmètre de sécurité, le repérage du corps, la photographie des lieux et l'attribution, lorsqu'il y a plusieurs corps, l'attribution d'un numéro d'identification. Nous en verrons des exemples. Voici ce que la loi belge préconise à l'heure actuelle, à savoir 3 périmètres de sécurité particulièrement utiles. Vous avez ici un exemple en anthropologie, mais cet exemple peut être étendu à toute la pratique de la médecine légale. Vous avez le périmètre d'exclusion, qui est le périmètre en rouge, qui concerne le lieu de fouille, où là vous allez trouver le médecin légiste, l'anthropologue et le personnel de police technique et scientifique, mais limité de la manière la plus stricte possible. Vous avez un périmètre un peu plus étendu, qui en général en matière anthropologique peut consister en un périmètre qui est quadrillé. Vous allez en voir des exemples. Et puis le périmètre de dissuasion qui nous permet d'éviter d'avoir des spectateurs qui viennent marcher sur les pièces osseuses, bien évidemment. Et alors vous avez idéalement une voie d'entrée, une voie de sortie, avec un policier qui repère et note dans un carnet toutes les personnes qui ont franchi les divers périmètres. C'est évidemment une solution parfaite qui n'est pas toujours facile d'adapter. En voici un exemple dans le cas d'une identification d'une personne isolée, où là vous avez l'opérateur de police technique et scientifique qui est revêtu d'une combinaison tout à fait étanche et qui évite la contamination ADN, et vous voyez le relevé de ce que nous appelons les tape lifting kits, qui nous permettent d'obtenir toutes les microtraces qui se trouvent soit sur le corps, soit plus habituellement sur les vêtements. Toutes ces bandes plastiques sont photographiées, collées et répertoriées sur un repère de ce genre. Un deuxième exemple est un exemple de dispersion osseuse avec intérêt du quadrillage des lésions, des régions étudiées, pardon. Vous voyez ici le plan général du bois qui va subir la fouille. Vous voyez son quadrillage. Voici l'exemple en réalité, au début de sa construction, et la numérotation de toutes les parcelles de quadrillage, avec un code permettant de déterminer les zones, c'est-à-dire le quadrillage très étendu, une partie du bois par exemple. Vous avez les symboles grand Q qui symbolisent donc les quartiers, les quarters qui vont être fouillés.
Chaque élément utile sera répertorié sous forme d'un symbole P, par exemple pièce osseuse, ou d'un symbole O, par exemple objet. Le tamisage, nous en parlerons par la suite, peut s'avérer extrêmement précieux dans la découverte d'éléments d'identification, comme par exemple les bijoux, les boutons, des papiers, mais également des éléments criminels comme les projectiles. Voici l'exemple concerné avec la zone plus marquée qui va comprendre la plupart des structures osseuses, mais vous voyez également, à partir de ces structures osseuses de départ, à partir de cette zone de fouille initiale, une dispersion extrêmement importante de ce squelette. Lorsqu'on regarde les extrémités métaphysaires et épiphysaires, on se rend compte qu'il y a des traces animales relativement évidentes, ce qui nous permet de comprendre que cette dispersion des pièces osseuses a été réalisée par des animaux errants dans ce bois. On voit ici une vertèbre qui comporte un véritable cône au niveau du corps vertébral, et à partir d'une mâchoire de chien, nous avons pu plus ou moins identifier l'animal qui avait servi à cette dispersion des pièces osseuses. Donc vous voyez ici l'intérêt de la création de ces périmètres de sécurité et de ces fouilles très étendues. Un autre exemple est celui de la recherche d'un corps qui avait été enfoui dans un champ, et voici des quartiers de fouilles avec repérage de modification de couleur du sous-sol, et à partir de là, création de ce que nous appelons une fosse secondaire, c'est-à-dire une fosse très profonde, absolument inoffensive pour le squelette ou le corps qui est enfoui. Et à partir de cette fosse secondaire, nous pouvons repérer, isoler et surtout enlever ce corps sans perdre le moindre élément qui peut nous servir à l'identification. Nous avons également le souci de créer à partir de là une, entre guillemets, salle d'autopsie secondaire, c'est-à-dire une salle d'autopsie qui va servir à un premier examen, un repérage des éléments utiles, le prélèvement de pièces fondamentales qui pourront permettre d'aboutir à la détermination d'éléments criminels. Dans ce cas-ci, les auteurs avaient laissé des gants sur les vêtements de la victime, mais également le repérage d'éléments qui peuvent se détacher, tels que les dents, bien évidemment, essentielles dans l'identification, comme l'a démontré le professeur Ben Omram dans l'exposé précédent. Voici un exemple supplémentaire avec la nécessité de la numérotation, non seulement des tombes, mais également des corps retrouvés dans chaque fosse. L'orientation peut s'avérer extrêmement utile. Nous allons voir des exemples au niveau du Kosovo. Nous avons démontré formellement que les tombes qu'on essayait de nous montrer n'étaient pas du tout conformes aux rites religieux musulmans. L'orientation était tout à fait invraisemblable et ne correspondait pas au strict respect du culte. Ces tombes ont également été repérées par GPS, ce qui a permis aux géomètres de reconstituer convenablement le plan de la zone de fouille. Vous voyez ici cette zone de fouille avec un périmètre de sécurité qui est évidemment augmenté puisque nous avions l'armée canadienne pour nous soutenir avec intervention de déminage préalable. Voici les périmètres de sécurité avec numérotation de chaque tombe. Les experts sont au bord de la tombe et vont eux-mêmes pratiquer à la levée du corps, ce qui permet la récupération de toutes les pièces indispensables dans l'identification et dans la détermination des indices de criminalité. Voici des charniers avec des tombes et des corps superposés, et vous voyez la flèche qui nous permet de nous orienter dans cette tranchée. De nouveau, nous avons adopté une méthode, quand c'était possible, évidemment, une méthode de fosse secondaire, ce qui nous permettait de comprendre la profondeur de la fosse primaire et surtout d'extraire les corps sans perdre le moindre élément d'identification. Voici des techniques spéciales
qui permettent de comprendre le rôle de la protection civile belge dans ces opérations au Kosovo. Nous sommes en année 2000 et nous avions pour mission de fouiller la plupart des puits perdus du Kosovo, ce qui fut une tâche extrêmement ingrate, extrêmement difficile et nécessitant des moyens tout à fait inhabituels en anthropologie, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Ces puits étaient particulièrement profonds et le puits qui est étudié ici avait une profondeur de 32 mètres. Voici d'autres puits plus étroits mais beaucoup plus dangereux puisqu'ils nécessitaient l'intervention d'équipes de plongée de la gendarmerie et des forces armées belges. Nous avons déjà vu l'intérêt des experts au bord de la tombe lors de la levée du corps. J'insiste également sur l'intérêt du travail de proximité et surtout sur l'étude du squelette en connexion. Et voici deux images extraites de cet excellent livre d'anthropologie publié par William Bass, qui montre manifestement qu'il ne faut pas introduire d'objet sans qu'on ait repéré le squelette d'une part, et d'autre part, lorsqu'on voit un os qui dépasse, il ne faut pas nécessairement tirer dessus pour en connaître la nature. Cela paraît tout à fait évident. Voici encore deux très belles caricatures qui montrent l'intérêt de transporter des pièces osseuses fragiles dans des conditions tout à fait adéquates. Et on peut penser aux dents, une fois de plus. On peut penser à l'ossioïde, évidemment, avec les strangulations qui peuvent y être observées. Mais il faut également penser aux mains, aux phalanges, aux bijoux, aux structures osseuses des mains ou des avant-bras qui peuvent présenter des traces de lutte, notamment lors de tentatives de protection vis-à-vis d'une arme blanche. Tout cela peut avoir une importance fondamentale. Vous voyez ici nos salles d'autopsie de campagne. Nous étions au bord des charniers, ce qui nous permettait une exploitation très intéressante des structures osseuses. Dans ces structures osseuses, il nous paraissait fondamental de calculer le nombre minimum d'individus lorsque les squelettes nous étaient présentés, avec intérêt de vérification de la connexion de ces pièces osseuses. En voici un exemple. Vous voyez également la présence du photographe de la police technique et scientifique, donc tout cela est rigoureusement photographié selon les critères traditionnels d'examen tant médico-légaux que d'examens anthropologiques et odontologiques, bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure du tamisage. Dans nos opérations kosovares, ce tamisage a eu énormément d'importance dans des phénomènes de calcination. Voici un exemple lors de la catastrophe du tsunami, où là, au départ également, nous avions une mission un peu ingrate, qui était une mission de séparer les individus qui étaient des individus de population indigène taille des populations européennes. Très rapidement, nous avons arrêté cette méthode tout à fait inhumaine, mais qui nous était imposée par les autorités locales, qui avaient d'ailleurs déjà enfoui des centaines de corps en les identifiant comme étant des tailles, et ces centaines de corps ont été extraits car les identifications étaient tout à fait fausses, déformées par les ballonnements provoqués par la putréfaction, comme vous pouvez vous en rendre compte ici, malgré les tentatives de protection par le froid. Les activités médico-légales et anthropologiques sur le terrain en matière de catastrophe, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, s'orientent vers la détermination d'indices de criminalité, d'une part, et d'autre part, vers le recueil d'éléments d'identification dont nous avons déjà vu énormément de choses grâce au professeur Ben Omran. Donc nous irons vite sur cet aspect du problème. La radiologie me paraît une discipline tout à fait fondamentale et malheureusement sous-exploitée en matière de catastrophe parce que manque de moyens, difficulté d'avoir des appareils transportables, bien que ceux-ci commencent tout doucement à apparaître sur le marché avec la numérisation. Donc il y a là certainement un progrès majeur effectué dans nos recherches en matière de catastrophe. La radiologie devrait idéalement être réalisée avant l'extirpation du corps de la gaine de transport, et puis éventuellement effectuer un nouvel examen radiologique pour permettre d'avoir des détails. Et vous avez ici un appareil portable qui a été utilisé par M. Ragno
dans ses interventions en Bosnie. L'identification, nous en avons entendu parler lors de l'exposé précédent et M. Ben-Omran a détaillé de manière plus complète que moi le souci indispensable de cette identification. Il y a évidemment ce souci de l'absence et de toutes ses conséquences administratives, juridiques, en matière d'assurance et autres, mais il y a bien évidemment le premier souci qui est celui de l'accomplissement du deuil par les familles éplorées, qui veulent savoir si effectivement leurs disparus se trouvent dans la liste des personnes décédées ou pas. Ce qui fait que cette technique d'identification revêt un aspect considérable dans toutes nos opérations. Et Gérald Cattrom définit particulièrement bien toutes ces procédures d'identification avec 4 catégories que nous allons voir de manière rapide. La catégorie d'identification certaine ou formelle est basée sur certains éléments de radiologie, comme nous le verrons, bien évidemment sur l'onotologie, sur les empreintes digitales et sur l'ADN. L'identification probable, nous verrons un exemple peut-être basé sur les papiers d'identité, sur les tatouages, sur des formules dentaires incomplètes mais pouvant être compatibles éventuellement. Des identifications possibles sur base de cicatrices mais qui ne veulent pas dire grand-chose, et enfin des identifications exclues, essentiellement à partir de la formule dentaire qui est incompatible ou à partir éventuellement de matériel orthopédique qui ne correspond pas. Alors nous allons voir dans ces étapes d'identification, et c'est dans la décortication des mécanismes et des méthodes utilisées, 3 types de méthodes, des méthodes simples basées sur les objets personnels, dont il faut se méfier énormément. Dans les méthodes simples, évidemment, l'empreinte digitale qui garde toujours énormément d'intérêt, la radiologie, des méthodes de complexité intermédiaire où l'on peut faire entrer l'odontologie médico-légale et tout l'aspect médico-légal au sens large du terme. Les particularités anatomiques peuvent nous aider considérablement. Et puis les méthodes de complexité importante que nous passerons, puisqu'elles quittent l'objet même de cette présentation. Dans les méthodes simples, les vêtements, les objets personnels, les bijoux, médicaments et autres, il faut s'en méfier comme de la peste, puisque tout cela peut être modifiable. Les vêtements peuvent être éventuellement échangés, les papiers volés, les bijoux volés également. Le déshabillage du corps doit être obligatoirement effectué en présence de la police technique et scientifique. Vous avez l'exemple ici du repérage d'une bague qui présentait une particularité puisqu'elle avait perdu un brillant. Cette bague était fortement serrée au niveau du doigt et on pouvait difficilement imaginer que cette bague n'appartenait pas à la personne concernée. Voici une affaire de meurtre où la personne a été formellement identifiée également par l'Alliance, malgré les destructions dans des bains d'acide et des tentatives de cuisson. Certains objets peuvent également être utiles. Nous voici de nouveau en Thaïlande, et il est vrai que l'examen externe du corps va passer par la description de toute une série de paramètres utiles, mais également de la description des vêtements qui vont être enlevés, qui vont être nettoyés pour la photographie systématiquement avec un repérage d'identification, vous vous en doutez. Un bijou qui ne posait pas trop de problème, puisque à partir de là, on repérait une personne chère au niveau de cette chaîne du cou de cette jeune fille. De nouveau, ces bijoux sont saisis, sont photographiés. Des tenues parfois un peu particulières qui peuvent permettre l'identification si nous avons les éléments ante-mortem bien définis. Mais par contre, voici un exemple en Thaïlande où la personne qui avait recueilli, qui avait ramassé les corps sur la plage, avait trouvé des papiers d'identité qu'elle avait ficelés autour de l'avant-bras de cette personne. Et nous avions une discordance totale entre les papiers d'identité, la date de naissance et les éléments anthropologiques simples. Ce qui veut dire que nous avons éliminé immédiatement cette éventuelle reconnaissance.
Certaines particularités peuvent être très utiles à repérer, telles que les tatouages, les cicatrices, les anomalies anatomiques repérées ou non à la radiologie, les amputations, les prothèses. Bref, tout cela nécessitera une photographie et nécessitera des éléments de comparaison. Un exemple ici où nous avons été particulièrement aidés par les populations locales de Thaïlande qui venaient nous dire si ces tatouages étaient des tatouages simplement réalisés à la demande des touristes ou au contraire de véritables tatouages indigènes, ce qui nous permettait des orientations particulièrement intéressantes. Les empreintes digitales, contrairement à ce qu'on peut imaginer, nous ont aidés beaucoup en Thaïlande et voici les méthodologies qui ont été utilisées. Ce sont des méthodologies d'enlèvement de la peau digitale en doigt de gant et la pulpe est ainsi replacée sur le gant d'un opérateur et à partir de là, un repérage assez intéressant des empreintes digitales avec de très très bons résultats au point de vue qualité malgré les dégradations corporelles. Et voilà donc le placement de ces empreintes sur les documents définitifs. Vous voyez que je m'intéresse beaucoup à la radiologie, j'y crois énormément, et Gérald Cattrom a décrit un exemple très simple d'identification d'une personne simplement par la comparaison des sinus frontaux. Il n'y a pas deux sinus frontaux qui se ressemblent dans le monde. Avec évidemment la nécessité d'avoir une anthropologie comparative, puisque obligatoirement il faut retrouver la radiographie du crâne de cette personne en ante-mortem pour pouvoir travailler convenablement. Un exemple plus simple que le sinus, ce sont les lésions fracturaires, avec ici une pseudarthrose et un matériel d'ostéosynthèse. Après ces méthodes que l'on pourrait qualifier de simples, les méthodes de complexité intermédiaire vont faire intervenir tout l'aspect médico-légal classique, l'aspect anthropologique et l'aspect odontologique. Nous retrouvons les matériaux d'ostéosynthèse déterminés lors de l'étude des corps, de nouveau des exemples taille où les autopsies, les examens externes et les autopsies ont permis de retrouver des pathologies telles que des tumeurs viscérales, des dispositifs intra-utérins, etc. Également dans ces autopsies de catastrophes, bien sûr, d'éventuels signes de violence, et on voit ici le corps d'une personne qui a été traversée par une poutrelle de bois. Ces autopsies, bien sûr, ont un rôle capital dans l'aide qu'ils vont apporter à l'odontologue médico-légal, puisque dans ce geste autopsique, nous aurons l'enlèvement de la mandibule, ce qui permettra une exploitation intéressante de la denture maxillaire et de la denture mandibulaire. L'examen anthropologique peut s'avérer utile, bien sûr, puisque vous avez vu que par un simple examen anthropologique, on a pu créer la discordance entre les papiers d'identité et la personne elle-même. Et là, de manière chronologique, nous tentons d'identifier le sexe, l'âge osseux, l'appartenance biologique, et nous allons voir des exemples. Le sexe, on peut passer rapidement là-dessus. Ce sexe est essentiellement déterminé, quand c'est possible, à partir du bassin. Vous voyez un bassin typiquement féminin avec une ouverture supérieure particulièrement large, un angle subpubien fort ouvert. Et vous avez ici une comparaison entre le foramen obturé masculin à gauche, le foramen obturé féminin à droite, et la disposition des branches ischiopubiennes dans les deux sexes. Vous voyez également la hauteur symphysaire et surtout la manière dont cette branche ischiopubienne se constitue en dessous de la région symphysaire. Une classique détermination également décrite dans le livre de base, c'est l'échancrure sciatique qui est fort étroite chez l'homme à gauche et qui est fort large chez la femme, tout simplement parce qu'il y a une véritable distension vers le côté des deux ailes iliaques. Le côté de la robustesse du bassin peut être apprécié par la largeur de l'ischion, comme vous pouvez vous en apercevoir ici. Il y a bien entendu un artefact, ce sont des calcifications des ligaments sciatiques.
Si le bassin est une structure osseuse absolument parfaite pour l'identification en matière de sexe, le crâne est beaucoup plus difficile et va souvent apporter toute une série de pièges que nous rencontrons en anthropologie. Vous voyez notamment la manière dont la glabelle se dispose chez l'homme. Bon, il s'agit ici d'un crâne tout à fait typique, mais c'est rarement le cas. On voit également l'inclinaison frontale qui est manifeste chez l'homme et qui n'existe pas chez la femme la plupart du temps. Vous voyez ce crâne féminin sur la droite qui est beaucoup plus gracile, beaucoup plus effilé et qui présente une rectitude de la structure osseuse frontale. La mastoïde peut également être très utile dans cette détermination sexuelle. Vous voyez ici une mandibule de sexe mâle qui ne pose pas de problème, mais encore une fois, c'est un cas tout à fait typique. La mandibule présente également des différences, le professeur Benhamra en a parlé tout à l'heure, et de nouveau, vous avez cet aspect gracile de la mandibule féminine, alors que la mandibule masculine présente une protubérance mentonnière très avancée et des tubercules mentonniers fortement saillants. D'autres paramètres vont être utiles, tels que la crête supramastoïdienne, tels que le palais osseux et le foramen magnum, mais ce sont des paramètres un peu moins fiables. Vu la difficulté représentée par le crâne dans cette sexualisation, vous avez également des aspects anthropométriques qui vont nous permettre, par des fonctions discriminantes, d'aboutir à des déterminations utiles également. L'âge osseux, que je différencie volontairement de l'âge dentaire et de l'âge radiologique, puisque cet âge osseux va nous permettre, en fonction de l'individu que nous devons examiner, va nous permettre de nous orienter vers toute une série d'approches, telles que les centres d'ossification, la symphyse pubienne, la quatrième côte, etc. Voici bien évidemment ce que vous connaissez tous, c'est la fusion des régions métaphyso-épiphysaires, avec l'exemple du grand trochanter. Voici un exemple au niveau de l'humérus sur la gauche, où l'on voit encore très bien la ligne de fusion entre l'épiphyse et la diaphyse. On voit ici un bassin juvénile avec ces trois pièces osseuses, ces trois centres d'ossification bien séparés. Voici un problème souvent posé en anthropologie, c'est évidemment la détermination de l'âge chez une personne aux alentours de 18 ans, avec une comparaison entre une pièce osseuse en haut et une comparaison avec l'apport radiologique en bas, où on voit toujours cette ligne épiphysaire des centres d'ossification antérieurs et postérieurs de la crête iliaque. Dans la détermination de l'âge osseux, notre expérience nous dit que la symphyse pubienne est certainement l'élément le plus valable avec l'odontologie. Dans cette symphyse pubienne, toute une série d'éléments vont être étudiés, à savoir la surface articulaire qui au départ est fort vallonnée, puis qui va s'aplatir, qui va se voir entourée par un rebord, un rempart au niveau ventral, puis au niveau dorsal, puis la détermination, l'apparition de ce tubercule pubien. Bref, il s'agit d'un processus qui est relativement commun à toutes nos structures osseuses, mais son exploitation au niveau symphysaire, telle que particulièrement décrite par Brooks et Sechet, nous aide considérablement dans la détermination en matière de catastrophe, dans la détermination de l'âge osseux. Voici un exemple de deux symphyses juvéniles dans des pièces archéologiques. Une très belle étude est actuellement en cours par Madame Rouget-Maillard sur l'articulation sacro-iliaque, mais encore une fois, il s'agit du même principe que la symphyse pubienne, à savoir une usure progressive du vallonnement articulaire. À partir de cette usure, eh bien, il y a un mécanisme arthrosique, entre guillemets, ostéophytique, qui se produit au niveau des bords et qui permet d'avoir un échelonnement très intéressant de l'âge osseux. Exactement le même phénomène se passe au niveau de l'extrémité costochondrale de la quatrième côte, de toutes les côtes bien sûr, mais Ishkan a préféré la quatrième côte parce qu'elle était sollicitée différemment des côtes supérieures et des côtes inférieures. Et de nouveau, vous retrouvez les trois principes d'évolution, d'usure et de processus arthrosique.
Bien sûr, les sutures crâniennes ont beaucoup fait parler d'elles depuis à peu près un siècle, avec des personnes qui y croient, des détracteurs. Tout a été écrit sur ces sutures crâniennes, mais ce qu'il faut dire, c'est que si ces sutures ne sont pas très valables, nous n'avons parfois que cela à nous mettre sous la dent, si je puis me permettre. Vous avez les sutures ectocrâniennes, les sutures endocrâniennes, telles qu'explorées par Nemeshkeri, Perizonius et surtout Massé dans les années 80. Voici quelques détails de ces sutures. Nous avons ensuite les sutures latérales de voûte qui ont été exploitées par Mendel et Lovejoy et que nous avons repris dans une collection archéologique avec des résultats qui ne sont pas très valables. Nous avons également certaines sutures qui sont actuellement à l'étude. Ce sont notamment les sutures palatines. Et voici un exemple de suture palatine dans une collection archéologique d'une abbaye cistercienne en Belgique. Et nous avons également une étude actuellement en cours en collaboration avec l'Université de Nice sur certaines sutures fronto-nasomaxillaires et zygomatiques qui s'avèrent extrêmement intéressantes et très peu exploitées, essentiellement pour les personnes fort âgées. Il existe également, lorsque vous exploitez un corps, vous exploitez un squelette, diverses particularités très intéressantes, décrites notamment dans l'excellent bouquin de Madame Schauer, et ce sont les tubercules antérieurs du tibia qui peuvent nous aider. Les vertèbres peuvent également être utiles puisqu'elles vont s'altérer, les plateaux vertébraux vont s'altérer selon les processus arthrosiques tels que décrits précédemment, usure, production osseuse, ostéophytose. Des méthodes ont été décrites par George Maat et intéressent notamment l'évolution des ostéons en structure histologique avec des résultats tout à fait exceptionnels dans la détermination de l'âge chez les personnes fort âgées. Et vous voyez ici un résumé de la détermination de l'âge d'une personne inconnue dans un meurtre en Belgique, et vous voyez que l'association de ces différentes méthodes peut nous permettre parfois d'aboutir à des résultats très intéressants pour l'enquête judiciaire. Je vais passer très rapidement sur l'âge dentaire puisque cela faisait partie de l'exposé précédent. Cet âge dentaire est intéressant sur le plan de la croissance dentaire, donc la minéralisation de la dent, l'éruption dentaire, la manière dont l'apex dentaire va progressivement se fermer, et puis l'usure, le vieillissement. Tout le monde connaît ces schémas qui sont mondialement connus et extraits de l'excellent livre de Douglas Hubelager, avec détermination de l'âge dentaire chez les sujets juvéniles, utilisation de ces méthodes en Thaïlande. Voici l'évolution de la couronne en haut, de la racine et au milieu, et de l'apexification dentaire en bas. Voici une dent qui est très loin de ce processus d'apexification. Et voici le vieillissement dentaire, avec notamment des exemples, encore une fois, dans nos populations archéologiques. Et là, je rejoins M. Benomran, puisque à partir de ces usures dentaires extrêmement importantes, on pouvait s'orienter vers la manière dont les moines de cette abbaye cistercienne s'alimentaient. Maat et Brotwell ont également décrit des choses très intéressantes sur la détermination de l'âge, avec la résorption dentaire, la position de tartre au niveau de la couronne, et, comme M. Benomran en a parlé, la manière dont la dent va devenir petit à petit translucide au niveau racinaire. Cette translucidité peut être étudiée sur des dents entières, notamment la méthode de l'amandin, ou sur des dents sectionnées. Et là, nous rejoignons les méthodes plus anciennes telles que Gustafsson. Parfois, évidemment, de grosses difficultés lorsqu'on se trouve devant des sujets édentés qui posent évidemment d'énormes problèmes en matière d'identification. L'âge radiologique chez les sujets très jeunes, vous voyez ici des exemples de fœtus où l'âge peut être déterminé par la radiologie, avec des points, des centres d'ossification intéressants au niveau du fémur, au niveau du tibia. Les juvéniles, nous en avons parlé, ce sont les évolutions des différents centres d'ossification, la longueur de l'os et les fusions métaphyso-épiphysaires. Et là, de nouveau,
Vous voyez, je suis un amoureux de la radiologie. De nouveau, la radiologie peut être particulièrement efficace. Et vous avez ici cette évolution difficile de l'ossification du carpe et des phalanges et métacarpiens en fonction de l'âge. Certaines études, mais qui malheureusement vont détruire l'os, sont des études d'évolution de la hauteur de la cavité médulaire dans la diaphyse fémorale. Ce sont des techniques que nous n'utilisons pas parce que malheureusement, comme je le dis, elles détruisent l'os. Il faudrait trouver des techniques radiologiques adaptées permettant d'aboutir à la compréhension de ce vieillissement osseux. Alors vous avez ici un tableau personnel qui vous montre un peu la manière dont les méthodologies doivent être réparties. Les méthodes sont placées en abscisse et les âges en ordonnée. Et vous voyez que ces méthodes vont différer, bien sûr, obligatoirement, selon que vous avez un individu juvénile ou un individu adulte, adulte jeune, adulte moyen, adulte âgé, avec intérêt des sutures un peu particulières. Je passerai rapidement sur les appartenances biologiques, ou comme on dit actuellement, les appartenances géographiques, anciennement le terme de race, mais qui est banni dans notre langage anthropologique, la différence entre un crâne caucasien et un crâne africain. Et de nouveau, là en Thaïlande, je vous l'ai dit, de grosses erreurs, de graves erreurs même ont été commises par les populations locales. Et nous avons essayé, tant bien que mal, d'aboutir à des déterminations valables de l'appartenance biologique, mais sans trop y croire, les brassages génétiques étant tellement importants. La taille est déterminée par toute une série de formules relativement valables. Malheureusement, ces formules sont assez anciennes et nous n'avons pas, à l'exception peut-être des formules de Breitinger, nous n'avons pas de formules particulièrement récentes et adaptées à nos populations modernes. Tout cela devrait donc être revu et faire l'objet de nouvelles collections modernes en anthropologie. Je vais passer sur ce chapitre odontologique puisque professeur Ben Amram en a parlé. J'insiste cependant sur le fait que chaque dent possédant 5 faces d'identification, les 4 faces traditionnelles plus la face occlusale, vous allez arriver sur plusieurs milliards de possibilités en matière d'identification, ce qui fait dire que l'identification odontologique reste l'identification la plus facile, la moins chère et la plus sûre que l'on puisse trouver, n'en déplaise bien entendu aux généticiens qui ont cependant le dernier mot à dire, puisque, notamment dans les interventions de Thaïlande, toutes les empreintes génétiques ont été réalisées avant de remettre les corps. Le respect des formulaires d'Interpol me paraît quelque chose d'essentiel, malgré de temps en temps certaines difficultés, comme vous allez vous en rendre compte, mais je pense qu'il faut standardiser les méthodes. Dans les cas isolés, nous préconisons, malgré cet aspect un peu destructif, nous préconisons la dépose maxillo-mandibulaire qui permet des radiologies, qui permet un panoramique dentaire extrêmement intéressant, et malgré tout une reconstitution parfaite du visage sans que l'on ne voie le passage du médecin légiste. Voici un panoramique qui nous a permis d'identifier dans les heures qui ont suivi la personne, étant donné les différents implants qu'elle possédait. Ici, vous avez donc les différentes étapes qui ont été utilisées en Thaïlande. Donc voici l'odontologue et son assistant qui prend note, le policier qui prend note, avec la première étude dentaire après dépose mandibulaire. Toutes les déposes mandibulaires et toutes les os maxillaires ont été photographiées d'abord en Polaroid pour nous permettre d'avoir un document fiable dans le dossier, mais également en photographie normale. Et les méthodes utilisées donc, sont celles d'Interpol, avec la description telle que vous la voyez ici. Vous avez la description des 5 faces, et je ne vais pas détailler, puisque M. Ben Amram en a parlé, la manière dont les traitements et les lésions, les caries, les amalgames, les composites sont placés avec utilisation d'un système coloré permettant de les repérer. Dents manquantes ante-mortem, dents manquantes post-mortem. Et parfois, évidemment, parfois découverte de
de pièces prothétiques extrêmement intéressantes, puisque à partir de cette pièce prothétique, si vous lisez bien, vous voyez d'abord la lettre S suivie de la date de naissance inversée de la personne et suivie du code de sécurité sociale. Il est bien évident que cette jeune personne, a été extrêmement rapidement identifiée et que l'ambassade de Suède a été très heureuse de pouvoir rendre très rapidement ce corps. La radiologie dentaire est bien évidemment une technique extraordinaire et elle a été utilisée à profusion lors de nos expériences, de nos activités en Thaïlande. Et vous voyez ici les deux odontologues au travail. Dans des conditions relativement pénibles, mais avec malgré tout un matériel extrêmement perfectionné. Développement sur place. En Thaïlande, l'utilisation, bien sûr, les prélèvements ADN ont été standardisés, pas au début, mais par la suite. Donc au début, certains médecins légistes prélevaient des côtes, puis d'autres ont prélevé des dents, essentiellement des dents monoradiculées, et puis finalement la standardisation est tombée, et ce fut le prélèvement de la diaphyse fémorale, de 5 cm de diaphyse fémorale, devenu le standard en la matière. Et voici George Maat qui est en train d'effectuer un prélèvement de diaphyse chez un jeune enfant. Celui qui effectuait les prélèvements ADN ne pratiquait pas les autopsies, donc était tout à fait séparé de la routine afin de ne pas contaminer le prélèvement. Les techniques anthropologiques spécialisées, je vais vous les passer, puisqu'elles ne sont pas applicables sur le terrain. Et vous avez ici un peu le cheminement des corps tel qu'il a été pratiqué en Thaïlande. 4 salles initiales destinées au relevé des empreintes digitales, une salle d'autopsie permettant des autopsies multiples, un coin dans cette salle d'autopsie réservé au prélèvement d'ADN, la salle suivante réservée à la radiologie dentaire, et puis finalement le bureau final qui consistait à la vérification de tous les documents, de tous les prélèvements, de l'adéquation des numéros des corps, etc. Le corps quitte la salle d'autopsie, voici le desk final et la vérification, voici une autre équipe effectuant le desk, et voici le stockage des personnes après autopsie dans les containers que vous voyez ici. Comme vous avez pu vous en rendre compte, cette identification nécessite une concordance parfaite entre des éléments simples, c'est-à-dire les éléments relevés au niveau de l'observation post-mortem, de l'observation anthropologique, des éléments radiologiques, anatomie, séquelles, etc., et bien évidemment des techniques reines qui sont les empreintes digitales et l'odontologie, et pour finir, les techniques génétiques, bien évidemment. Toutes ces comparaisons permettent d'aboutir, du moins on l'espère, à l'identification d'un plus grand nombre de personnes possibles. Et vous voyez ici un relevé général qui m'a été transmis par Interpol, où vous avez la proportionnalité des techniques utilisées dans la détermination rapide de l'identification des personnes. Et vous voyez bien évidemment la place qu'occupe l'odontologie dans ce graphique. Merci de votre attention.